Et bonsoir, rebonsoir pour cette première partie de live après le récap. Et c'est ce moment-là où ma lampe a décidé de faire stromboscope. Ça fait 2 jours qu'elle fait ça, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. C'est nawak. Attendez. Bon, bah écoutez, on va l'éteindre, c'est pas grave. Donc, c'est ici le live Pandouille. Rebonsoir pour la première partie de ce live. Première live que je vais scinder du coup en deux, comme je vous l'expliquais juste avant là en introduction. Et dans cette première partie, de quoi on va parler? On va parler un peu de technique. On va revenir sur le prototype du Pandouille, donc le proto que j'ai fait pour Monsieur Bidouille pour sa vidéo qui s'intitule Le Contrôle. Est-ce que c'est ça? J'ai un doute, ça fait 2 fois que je le dis, et j'ai l'impression que je me plante. Oui, c'est ça, c'est le contrôle, voilà. J'ai un vieux doute d'un coup. Voilà, donc, pour cette vidéo-là, et en fait l'idée c'est que je vous montre ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne, comment on l'a conçu, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, et comment on aurait pu l'améliorer par la suite. Et puis quelques features cachées que vous avez peut-être pas vues sur la vidéo. Donc déjà si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous encourage à aller la voir. Donc, voilà, le contrôle, vous allez sur la chaîne de Monsieur Bidouille, et vous en profitez pour vous abonner, ça sera comme ça, vous serez au courant un peu de tout ce qui sort, et il sort toujours des vidéos assez chouettes, et là pour le coup, cette dernière vidéo était de très très grande qualité, et je dis pas ça parce que je suis dedans, vraiment l'écriture était vraiment au top. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi je suis... Il y a les esprits du garage qui viennent hanter le bureau. C'est ça. La lampe d'Halloween, ouais. Je comprends pas pourquoi elle fait ça, hein, en vrai. Alors, pourquoi j'apparais dans cette vidéo et pourquoi il est venu me pourquoi il est venu me voir. En fait, il avait une idée, l'idée de cette vidéo sur, alors ça s'appelait pas le contrôle au début, c'était plutôt une vidéo autour de la régulation. Il avait vu déjà le régulateur à boule qui présente au début de sa vidéo, régulateur mécanique, et il voulait aller un peu plus loin et il voulait surtout essayer de faire... Alors voilà, je remonte parce que je l'ai déjà montré tout à l'heure, mais un prototype de pendule, de régulation sur un pendule. Voilà. Donc là c'est un pendule triple. Voilà. Donc qui est très impressionnant, mais plus électronique, il y a une vidéo de qualité. Donc qui est très impressionnant si vous l'avez jamais vu. Il y en a plein sur des pendules triples. Le problème, c'est que quand il m'a envoyé ça, m'a dit j'ai du matos, etc., je voudrais en faire un double. Est-ce que tu penses que c'est chaud un double, voire un triple? On s'est dit avec le collègue Jules des Caribous, on va regarder un petit peu. Et en fait, il s'avère que lui, ce qu'il voulait montrer, c'était un peu de régulation et expliquer aussi le principe du PID, une proportionnelle intégrale dérivée. Sauf qu'un pendule double ou un pendule triple, on peut pas le résoudre avec un PID. Il y a d'autres méthodes par apprentissage, mais on peut pas le résoudre directement avec un PID. Donc déjà, nous, ça nous semblait un petit peu complexe à faire, à mettre en œuvre, à faire fonctionner. Et derrière, en fait, en termes de compréhension pour sa vidéo, qui se voulait très très grand public, il y avait aussi une possibilité de complètement perdre en fait le fil du truc, parce que autant pour des gens qui ont déjà fait un peu de régulation, on leur parle de PID, ils voient ce que c'est, après passer sur ces trucs là c'est déjà un petit peu chaud. Si on prend le grand public, là clairement on perdait un peu tout le monde. Donc du coup on a recentré un petit peu ça et on a dit voilà, on va le faire avec un pendule simple déjà. Alors il y a un truc que Jules a fait que j'ai pas, c'est qu'il a fait une simulation sur Processing d'un pendule double. On a testé des trucs déjà avec le pendule double, et effectivement, voilà, on s'est vite rendu compte que c'était un petit peu complexe. Par contre, il a fait une simulation avec un pendule simple, et là, voilà, on a pu tester les petits trucs avant de pouvoir faire le prototype. Le double en PID c'est mort, alors le triple j'ose même pas dire. Ah oui non, le triple, vraiment c'est de l'apprentissage en fait le triple. Mais il y a une vidéo où c'est abusé. En fait, donc vous voyez les 3 morceaux, ils arrivent à relever juste un morceau et à le réguler comme ça.
après les 2 morceaux repliés au-dessus, après hop, il remonte et il met les 3 morceaux alignés. Juste, j'ai aucune idée. Enfin, j'ai une petite idée de comment c'est fait, mais c'est juste hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant. Salut Wartix. GG Jules, ouais GG Jules, il m'a beaucoup aidé sur la partie côté affichage et graphique qu'on voit pas beaucoup dans la vidéo, qu'on voit parce que il montre un graphique. Je vais dégager ça. On va sauvegarder quand même cette vidéo là, au cas où. Qu'on voit un petit peu. Attendez, je vais essayer de vous trouver. Voilà, ici. Voilà, et on le voit ici, ça c'est un graphique qui est sorti de processing, et voilà, c'est lui qui a travaillé sur cet affichage-là, qui récupère les informations du pendouille et qui les affiche avec la consigne et le signal renvoyé par le potentiomètre, le capteur. Et on va y revenir aussi un peu sur ce potentiomètre-là. Oui, c'est ça le PID impossible pour ce que tu viens de dire, ouais. Voilà, donc du coup... on est parti voilà, sur l'idée de faire un pendule simple, et en fait, il y avait un timing qui était assez court à la base, c'est que il devait sortir une vidéo à peu près tous les mois, et la vidéo était prévue, à la base je crois que c'était début octobre. Le souci c'est que entre temps, voilà, lui il a partagé un petit peu sur Twitter le fait qu'il a eu quelques soucis de validation de ses vidéos avec des partenaires, et donc du coup il a dû sortir toutes ces vidéos, ces 3 vidéos quasiment d'un coup. C'est pour ça que vous avez eu beaucoup de vidéos de Monsieur Bidouille sur ces 3-4 dernières semaines. Et du coup, celle-ci sort il y a hier en fait, alors que finalement le prototype, lui, était prêt depuis hier. Oui, c'est ça. Alors que le prototype, lui, en fait, est prêt depuis très longtemps, ce qui a permis, en fait, de pouvoir faire quelques essais et puis pouvoir lui envoyer aussi. Parce que effectivement, à la base, on devait juste travailler à la conception et au code, et après, lui devait fabriquer de son côté. Mais pareil, comme il avait déjà le régulateur à boules et d'autres trucs à fabriquer pour ses vidéos, ça faisait trop de temps, donc on a décidé de nous faire le prototype en interne, et après de lui renvoyer une fois que tout aurait été validé. Salut Gunner. Du coup, ça explique un truc. Ça explique un truc, parce que comme on devait l'envoyer, le prototype, très rapidement on s'est dit, il faut pouvoir l'envoyer, il faut que ce soit pas très gros, parce que sinon on va se galérer à envoyer un truc. On a très rapidement abandonné le fait d'utiliser un grand rail pour pouvoir faire le proto, et pour pouvoir faire le prototype du pendule, parce qu'on s'est dit, envoyer un truc comme ça aussi gros, bon déjà ça va coûter cher, et en plus de ça, ça risque de se péter, il va falloir trouver un carton gigantesque, ça va être chiant, ça va prendre de la place, en plus, donc du coup, pas forcément une très bonne idée. Merci Copperfield. Vous avez vu que vous pouvez vous abonner aussi maintenant. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est moi où il y a un décalage entre la vidéo et ta voix. Ah, alors j'ai pas de décalage chez moi. Je sais pas si... Dites-moi. Bienvenue Floride. Sinon, recharge la plage. Enfin affilié. Oui, enfin affilié. Je leur reparlerai en deuxième partie. Donc du coup, voilà. Du coup, on a abandonner un petit peu. S'il y a un problème de lien, de musique, vous me dites « Oh, merci, Zacharis Gent. Tout va bien chez moi, léger, pas de décalage. Ah d'accord, ok. Ah bah je vais regarder si c'est pas OBS ou si c'est autre chose. Pourtant, OBS m'avait l'air bien réglé, mais bon. Je viens de le mettre à jour, hein, donc... c'est le CP. Il va y avoir 2 ou 3 images à peine. Ouais, mais en fait, ça va vite, hein. On repère vite. Bref, revenons sur le pendule. Donc ouais, on a abandonné cette histoire de bras comme ça sur un rail, et on a vu en fait très rapidement des pendules qui étaient en rotation. Alors, est-ce que je vais pouvoir les trouver? Pendule... rotation... Je sais pas si on a trouvé des trucs... Alors, je sais plus comment on en est venu à ça. Régulation, pendule. Est-ce que je vais vous le retrouver peut-être? Alors non. Bon, si vous me retrouvez un pendule circulaire. Alors j'en trouvais plein avant. Ah bah si, par exemple, inverted pendule.
Voilà, celui-là. Merci Yonière. Voilà, donc par exemple, on est tombé sur des vidéos de ce type-là, où effectivement, les gens utilisent voilà, un pendule circulaire. Et on s'est dit que c'était vachement plus intéressant pour nous, parce que du... Oh, merci Ralm. Parce que le... Tiens, mon prime était dispo. C'est très gentil. C'est aussi les streams avec 250 minutes de décage. Vous allez vite. Bienvenue Alex. Et on s'est dit que c'était vraiment plus intéressant pour plusieurs choses. Première chose, ça nous permettait d'avoir un prototype qui était plus petit. Et deuxième chose, ça nous permettait aussi d'avoir, comment dire, un mouvement infini en termes de rattrapage. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas heurter les bords. Donc en termes de conception, c'était aussi un peu plus simple avec ce qu'on avait. Et comme je vous ai dit, on avait un temps très limité et du coup, on s'est aussi contraint à utiliser des choses qu'on avait déjà quasiment en notre possession ou qui étaient très rapidement acquérables. Merci Wartix, oh là 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 là. Donc du coup, pendule circulaire et de taille réduite. On va passer du coup à la conception. Alors là, vous allez voir, ça fait long. Merci Sulix, bienvenue. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Fricade. Du coup, je me plante. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Fusion. Parce que oui, Fusion, du coup, voilà, à l'époque, j'utilisais encore Fusion. Désolé. Tu voulais voir des pendules? Qu'est-ce que tu m'as envoyé? C'est quoi ça? Ah oui, mais... pas ces pendules là. Vif fricade. Ouais, bah du coup j'ai du mal à revenir sur Fusion. Je vais peut-être faire des conneries sur Fusion parce que tout à l'heure je cherchais mes boutons. Donc du coup, voici la conception qu'on a faite pour le pendule. Alors bien sûr le pendouille, parce qu'on l'a appelé le pendouille. Pendule, monsieur bidouille, pendouille. Bon bah voilà, parce que... Voilà. Bon bref. C'est un peu le nom de merde. Mais je pensais pas qu'il allait le mettre dans sa vidéo. C'était le nom de code. Donc ce pendule, comment il fonctionne et pourquoi qu'on a choisi ces solutions-là. Alors je ne l'ai pas, je l'ai plus, hein, il est chez lui maintenant. Donc je pourrais pas vous le montrer. J'ai des vidéos par contre à côté pour vous montrer l'assemblage, etc. Mais au moins voilà, vous pouvez voir un petit peu la conception de base. Alors, tout est pas mis dessus. Il y a des petits trucs qui ont changé sur la version finale, mais globalement, voici comment ça se présente. Alors, je vais t'ouvrir le bras. Oh, il y a quelqu'un qui a lancé le train de la hype. Je sais même pas ce que c'est. Mon Dieu. Voilà, alors, la base principale, en fait, c'est ce bras. Alors déjà, il y a un truc sur ce bras qui a un peu évolué, et je sais pas si je vais pouvoir le montrer. Ah non, je crois que j'ai plus la version... la dernière version. Enfin, la première version. Mince. Moi, j'ai fait ça un peu... Faut lui mener... Attendez, hein. J'essaie juste... Ah, archive, peut-être que j'ai mis quelque chose. Non. Bon, tant pis. Tant pis. Alors, voilà. Il y a le bras et il y a... Voilà. Toute la partie électronique à l'intérieur. Alors... Je vais me mettre sur le côté. Comment ça se présente? On a le bras qui est entraîné en rotation avec poulie courroie avec un moteur pas à pas. On a en dessous un connecteur rotatif pour justement éviter que les fils du capteur s'enroulent et s'en mêlent. Donc en fait voilà, ça passe à l'intérieur et hop, ça passe dedans. Et ça peut tourner à l'infini. Donc du coup ça c'est plutôt cool. Ça, si vous suivez mes lives, vous connaissez parce que je les utilise assez souvent un peu partout. Et ensuite au bout, on a un capteur qui pouvait être soit un encodeur en quadrature, très classique, soit un potentiomètre 360. Et on est resté sur le potentiomètre 360 et je vais expliquer aussi pourquoi. Alors déjà, première question de Manfred, pourquoi un moteur pas à pas? Alors en fait, on avait besoin d'envoyer des consignes en termes de vitesse. Voilà. Du coup, on avait deux choix. Soit on passait sur du moteur continu, et dans ce cas-là, il fallait une régulation en vitesse pour le moteur continu, afin d'envoyer pouvoir envoyer des vraies informations, des vraies options des vraies commandes de vitesse fiables, ou alors de rester sur du moteur pas à pas
et comme on a beaucoup de moteurs pas à pas au club, parce que on utilise du moteur pas à pas dans tous nos robots, on s'est dit que c'était plus simple, parce que ça, pour le coup, comme c'est du step, on est quasi sûr, sauf si on loupe des pas, de la vitesse à laquelle il va tourner, puisque ça va dépendre de la fréquence et il ne devrait pas y avoir de décalage par rapport à la tension, par rapport au frottement, par rapport à plein de trucs. Donc, en termes de régulation, c'était quand même plus intéressant de travailler avec un moteur pas à pas, juste pour ça, par facilité. Et parce qu'on maîtrisait le truc, effectivement, parce que on avait les librairies qui fonctionnaient avec, parce que c'était plus simple pour nous, parce qu'on avait aussi les drivers de disponibles très rapidement, il fallait juste une carte en plus et une carte Arduino. Voilà, donc du coup on est resté sur quelque chose de simple, qu'on connaissait, qui était très facilement implémentable, en se disant, si ça marche pas, au pire, on repassera après sur un moteur continu. C'est aussi pour ça qu'il y a poulie courroie, hein. C'est pour justement essayer de... Oh, vous avez sur le niveau 1 du train de hype, je ne sais pas ce que c'est. Salut Mi-Bange. Mi-Bange, j'ai un doute. Du coup, le principe il était là, on augmente un peu le couple avec la réduction sur la poulie courroie, on met ça à part, tout est aligné avec des roulements. Est-ce que je peux faire est-ce qu'il y a une analyse, un plan de... Non, pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ouais, voilà. Et comme vous pouvez voir à l'intérieur, voilà, vous avez le collecteur, et vous avez, voilà, un axe avec 2 roulements. Ça ressemble vachement à ce qu'on a déjà fait sur des mats balises, par exemple. Je peux parler du CC, mais du brushless. Ah oui, il y aurait eu le brushless. Alors là, par exemple, tu vois, le brushless, c'est quelque chose qu'on n'a jamais utilisé véritablement, qu'on maîtrise beaucoup moins, et qu'on n'avait pas sous la main. Donc, vraiment, on s'est dit, allons au plus simple, pour nous, en tout cas, moteur pas à pas. On n'était pas sûr, en fait, de la vitesse à laquelle on pouvait faire tourner le moteur pas à pas pour être réactif, et en fait, il s'est avéré que ça fonctionnait très largement bien, et il n'y avait pas de problème en termes de vitesse, en termes de couple, ça fonctionne super bien pour ce genre de proto. C'est un peu plus, comment dire, saccadé, mais c'est dû à autre chose qu'un moteur continu, en termes de cran, etc. Mais franchement, pour le proto et pour montrer le principe, c'était complètement intéressant. Pour info, c'est top le brushless. Ah oui, on est d'accord. Alexis sait aussi que c'est top le brushless. Alors, il y a un autre truc aussi, je vais le dire tout de suite. Vous voyez l'axe qui est là, on l'a modifié, parce que vous voyez, en termes de conception, là, c'est pas ouf. En fait, ça s'est cassé à plusieurs reprises quand on a fait nos essais. Et donc ça, après, ça fait partie d'une pièce qu'on a dégagée, qu'on a repris, et on est venu, en fait, directement ici, coller un axe en aluminium. Voilà. Donc on a un petit peu modifié la conception pour avoir quelque chose de plus solide, parce qu'effectivement ça imprimé en 3D, ça a marché pour tous les premiers essais, mais en fait dès qu'on l'a transporté pour pouvoir travailler autre part, voilà, au niveau du transport, dès qu'il y avait une petite vibration, boum, l'axe pétait. Donc ça c'était pas cool du tout. Ah, il faut savoir un truc rigolo aussi, c'est que la courroie, j'ai mis du temps à l'avoir. Donc les premiers essais, on les a fait avec des élastiques. Ça ne marche pas. C'était un élastique tendu, un élastique à cheveux tendu. Ça n'a pas marché, c'était horrible. Je dois avoir des vidéos quelque part, c'était vraiment l'enfer. Il y a aussi un autre truc qu'on a changé, c'est que le bras qui est ici, à la base, on l'avait fait en découpe laser. Je l'avais découpé ici, et c'était un bras qui était plié. C'était très beau en tout cas, c'était vraiment, enfin moi pour le coup je trouvais que en termes de design c'était très joli, sauf que en fait ça prenait vachement de vibrations ici, et quand on a commencé à faire de la régulation et que ça fonctionnait pas trop mal, on avait toujours un petit peu de, voilà, c'était pas fiable, c'était pas suffisamment rigide. Et donc du coup on est passé sur une pièce en impression 3D, ce qui est un peu dommage, mais bon, qui fonctionne très bien. C'est moi où tu es sur Fusion, abandon de FreeCAD. Non, c'est juste que le projet, je l'ai fait il y a 2 mois quasiment, 1 mois et demi, 2 mois, et donc à cette époque-là j'étais encore sur Fusion. Le brushless avec un capteur basique BLDC, c'est pas ouf pour la mesure de vitesse, surtout à basse vitesse. Alors
À basse vitesse, on peut le faire hein, avec un brushless, tout ce qui est gimbal, pour par exemple des appareils photo ou ce genre de choses-là sur des drones, c'est du brushless. Mais encore une fois, voilà, on le maîtrisait pas assez, vraiment pas assez pour le coup. Je vais peut-être finir du coup en dessous parce qu'en termes d'électronique, là, il n'y a pas grand-chose avant de revenir sur le capteur. En dessous, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors... Voilà, donc en termes d'assemblage, hein, c'est juste des entretoises avec des pièces découpées au laser. Enfin là, pour le coup, rien de particulièrement foufou. Et en dessous, on va retrouver en fait un Arduino Uno, voilà, très classique. Pour le coup, encore une fois, je vous ai dit, on n'a pas fait de carte électronique spécifique, on est resté sur des trucs très très classiques. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis, alors quelque chose que j'aime pas en général faire, mais pour faire du prototypage, c'est vrai que ça fonctionne bien. On a mis un shield, c'est un shield type GRBL. Alors, attendez. Shield, voilà, CNC Shield aussi des fois ils disent. Voilà, ce genre de choses là qui ont l'avantage de coûter vraiment pas cher. On peut en avoir plusieurs voilà, pour quelques dizaines d'euros. Voilà, là 6 euros, nous on en a acheté 2-3 au cas où. Et ça permet en fait de monter des drivers de moteurs pas à pas et directement de mettre ces moteurs pas à pas. C'est prévu pour 3 axes et donc jusqu'à 4 moteur pas à pas, je dis pas de conneries, et il y a accès à d'autres entrées-sorties sur les côtés. Du coup, c'est intéressant pour nous parce qu'on drive un moteur pas à pas, on a besoin de mettre un support de driver de moteur, on a besoin de mettre quelques capteurs dessus, des petits boutons, des interrupteurs, des choses comme ça. Du coup, c'est parfait. Alors, on a une Arduino Uno, on a ça, on clique dessus, pour faire nos essais ça marchait, et comme les essais ont fonctionné avec ça, on est venu l'intégrer directement dans notre prototype, ici, avec un driver. Hello Tiggy75. Donc voilà, on est vraiment sur une conception très simple, et je vais peut-être finir aussi sur la partie électronique sur autre chose, qui n'a pas été présentée par la vidéo, parce que ça ne présentait pas vraiment d'intérêt, mais qui nous avait été demandé par Monsieur Bidouille. C'est une petite manette à côté, pour pendant qu'il filme, pouvoir être en capacité d'appuyer sur un bouton pour lancer le proto ou générer des choses avec des boutons. De mémoire, sur la télécommande, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un bouton qui est un bouton Enable qui permet en fait de voir ce que peut donner la régulation, mais sans que le moteur soit actif pour faire quelques essais. On a un bouton qui permet d'être soit en proportionnel dérivé intégral, donc ça veut dire de montrer que juste en proportionnel, voilà ce que ça donne, et proportionnel dérivé intégral, que ça fonctionne mieux, en tout cas que ça doit fonctionner. Pour les réglages, ça permet aussi de faire des choses intéressantes. Et le troisième bouton, c'était un bouton de debug. Ça permettait d'activer ou pas le debug, et donc d'activer ou pas l'envoi d'informations série au logiciel que Jules avait codé, ou tout simplement de l'envoyer sur la console Arduino. Pourquoi on a fait ce bouton? Parce qu'en fait, en régulation, il faut aller le plus vite possible, et on a vu qu'en termes de temps, notre programme, dès qu'on mettait la liaison série, forcément, il y avait un retard sur le calcul du PID, et du coup, la régulation se faisait pas de la même manière. Donc, voilà, le fait de mettre ou pas le debug changeait un petit peu la manière dont se comportait le dispositif. Donc avoir un bouton pour piloter ça, c'était quand même aussi intéressant. Pourquoi avoir mis cet étage intermédiaire et pas fixer la carte Arduino sur la première plaquette? Ici, en fait tout simplement ça venait ça venait des tailles d'entretoise que j'avais, qui sont des tailles qui étaient des tailles un petit peu standards, et surtout en fait ici ce qui est pas modélisé, c'est que tu as des câbles qui sortent, voilà, et donc c'est un peu plus long que ce que c'est sur la modélisation. Et l'autre truc, c'est que ça me permettait d'avoir une rigidification en fait de l'ensemble, et ça me permettait aussi de pouvoir visser, merci Pierrot3578, de pouvoir brancher en fait un connecteur, voilà, sans faire des choses un petit peu complexes.
L'autre truc, et le dernier truc aussi de pourquoi on a fait ça, c'est qu'à la base, cet étage-là, il n'existait pas. On avait juste fait cet étage-là pour faire nos premiers essais. Et en fait, on est monté au fur et à mesure quand on a fait le proto, quoi. Donc voilà, il y a tout ça qui a joué et qui a amené à ce design-là. C'est un design, hein. Après, je dis pas que c'est le meilleur design, c'est un truc qui fonctionne bien et qui, dans l'histoire du proto, a bien fonctionné. À la base, le design, il était complètement rond, par exemple. Sauf qu'en fait, je pouvais pas le découper avec ma découpeuse laser parce qu'il était trop gros pour ma découpeuse laser. Donc, partant de là, je dis bon bah voilà, c'est trop gros, donc hop, on réduit, on fait un carré. Ah bah du coup, comme je peux plus faire ce que je voulais, je peux plus mettre ma carte électronique juste en dessous, bah je vais la mettre 2 étages en dessous. Enfin bref, voilà quoi. Le step, on peut l'avoir. Je vais vous partager carrément le projet si vous voulez. Attendez, share. Je le mettrai aussi sur la rediff. Hop, comme ça vous allez l'avoir. Voilà. On va le sauvegarder. Donc voilà pourquoi t'as ces étages un peu bizarres. mais l'explication vient de là. Comment tu as fait à calculer la courroie et à l'ajuster? Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux... Alors, on va le faire dans le bon sens. J'ai d'abord fait comment dire, regarder ce que j'avais besoin en termes, et ce que je pouvais mettre en termes de denture à ce niveau-là. Avec les roulements, avec tout le gras que je laissais autour. Là, si je reprends le sketch ici, voilà, je voulais avoir une certaine taille pour couvrir cette partie basse. Donc du coup, j'avais ce diamètre-là. Après, j'ai dit, bah, je veux un ratio d'environ 2. Ça me permet de me donner ma deuxième poulie. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un sketch. Alors, je vais pas réussir à le retrouver parce que je sais vraiment plus où il est. Mais j'ai tracé un sketch plan en utilisant du coup cette vue-là. Et j'ai regardé, en fait, j'ai fait le périmètre de ce sketch-là, ce qui m'a donné à peu près, en fait, ma courroie. Comme je tombais un petit peu sur un truc un peu bâtard entre les deux, du coup, ce que j'ai fait, c'est que déjà, trou oblong pour tendre la courroie, et j'ai commandé 2 courroies différentes avec un seul cran de différence entre les 2 courroies, histoire de voir ce qui fonctionnait le mieux quand elle était tendue ou détendue. Et puis voilà, pour comment j'ai fait pour le calculer, quoi, tout simplement. Et l'ajuster, bah, ajustement avec les trous oblongs, sachant que c'est un tout petit peu tendax. Du coup, quand je mets la courroie, il faut vraiment que je sois au plus proche du centre. Oh, salut Monsieur Bidouille. Soirée cinéma. Bah écoute, très bien, soirée cinéma chez toi, du coup. Mais j'ai le même à la maison. Mais, comme c'est étrange. C'est quoi ton type de tournage? J'ai vu que c'était pas du GT2. Non, c'est du GT5. Du T5, pardon. Pas du GT, du T5. Parce que l'avantage du T5, bon déjà je peux le générer parce que c'est celui qu'on utilise pour les robots de la coupe, donc du coup j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir l'avoir, et j'avais aussi des poulies en alu au cas où mes poulies plastiques fonctionneraient pas. Et à l'impression en fait ça se passe très bien le T5, donc du coup boum, on est resté en T5 quoi. Donc voilà pourquoi le T5. C'est très large, c'est très gros, c'est parfait. Parce que le GT2 à imprimer, honnêtement, j'ai essayé, j'y arrive pas avec mes bécanes et c'est vraiment chiant quoi. C'est vraiment chiant. Du coup, tu as print pas en TPU. Non, c'était. Enfin là. Ah non, pas la courroie en tout cas. Et tout le reste, effectivement, c'est que du PLA. Tu fabriques toi-même tes courroies avec. Ah non, je les fabrique pas. Je les fabrique pas, je les ai commandés. 'Ah oui, non. 1, 2, 3 courroies. Voilà. Pas de pub, hein, mais... Voilà, 1, 2, 3 courroies. Voilà. Vous mettez votre style de courroie, tout ça. Vous mettez le profil, ce que vous voulez à l'intérieur.
Le seul truc que je trouve dommage, c'était des courroies renforcées. C'est des courroies qui sont en général moins souples et plus difficiles à tendre. J'aime moins ces courroies-là pour des moteurs pas à pas. Mais bon, c'était les seules que j'avais de dispo dans ces dimensions-là. Bah écoute, je t'en prie, Tiggy75. Alors du coup, donc il est nouveau suite à la vidéo, il mérite de la pub, Barba, il a des... merci beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de nouveaux. C'est vrai que je l'ai pas dit ça, mais on a dépassé les 4000, je crois, sur la chaîne. J'ai été voir juste avant de partir. Attendez. Ouais, on est à 4160. C'est... 870, voilà, ça monte. Et sur Twitch, vous êtes beaucoup, là. Vous êtes 700, en fait, j'ai même pas vu. Je viens de me rendre compte. Donc, merci beaucoup. Merci de me suivre. Sur le Discord aussi, il y a des gens qui sont arrivés. Ça, c'est cool. C'est la famille qui a 1, 2, 3 roulements. L'originalité, c'est pas ça. C'est vrai. 1, 2, 3 roulements. 1, 2, 3 courroies. Je crois qu'il n'y a pas 1, 2, 3 vis. Attendez, je vais vérifier juste pour rigoler. Putain, si, il y a 1, 2, 3 visseries. Ah ouais, mais c'est Bricovis. Ah oui, ça, je tombe sur Bricovis et Vis Express. Ok, d'accord. Ça aurait été rigolo quand même. Alors, maintenant qu'on a ça, je pense qu'on a tout fait ici. On va arriver en fait au potentiomètre. Alors, du coup, vous pouvez, si vous êtes habitué de ce type de système, être surpris qu'on ait utilisé un potentiomètre. Je vais boire un petit peu d'eau. Parce que, normalement, un potentiomètre, si vous bricolez un peu, c'est soit c'est du multitour, donc il y a un nombre de tours fini, soit c'est genre 180 degrés ou 270 degrés, et ça s'arrête là. Alors, pourquoi avoir utilisé un potentiomètre, et pourquoi ce potentiomètre-là particulièrement Eh bien, en fait, c'est un potentiomètre qui est un peu particulier. C'est un Bonds 66396. Attendez, je vais essayer de vous trouver. 6S. Yes. Donc, qui est ce type de potentiomètre. Et ce type de potentiomètre-là, il a une particularité. C'est que c'est un potentiomètre... Alors, c'est pas la bonne référence, tiens. Bonds. Bon, sinon c'est pas grave. Vous avez le nom. Donc 66, 30... Attendez, j'ai mis un 6 de trop là. Ah bah oui, c'est pour ça. Voilà. Donc c'est pas donné, hein. C'est un potentiomètre qui coûte un peu plus cher que la normale des potentiomètres. Et en fait, c'est un potentiomètre qui est infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de butée. C'est un potentiomètre sans butée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que le potentiomètre, il va vous donner... vous allez pouvoir récupérer sa position de 0, mais pas jusqu'à 360 degrés. Alors, c'est un peu moins que ça. J'ai plus la ref en tête. Voilà, il y a plus ou moins, il y a 30 degrés, plus ou moins 3 degrés de vide sur ce potentiomètre-là. Et sinon, tout le reste va être disponible. Alors, c'est intéressant pour nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas envie, c'est que quand on fait le réglage et que notre bras en fait tombe, et ben en fait qu'ils viennent se poser dans une position un petit peu à la con là sur le côté et qu'ils viennent se bloquer et qu'ils viennent arracher le potentiomètre. Là du coup, je peux faire un tour et même si je refais un tour, la position que je vais lire à un endroit, la position d'équilibre en fait, elle sera toujours la même. Je vais avoir ma position absolue en fait qui va être toujours au même endroit. Et donc ça c'est hyper intéressant, plus intéressant par exemple et beaucoup plus facile à utiliser, en tout cas plus directement facile à utiliser qu'avec un codeur, où là par exemple sur un codeur ça aurait été un mouvement relatif, une position relative, et j'aurais dû le calibrer au tout début de mon système avant de pouvoir après faire compter les ticks et savoir à quel nombre de ticks je suis pour pouvoir faire mon positionnement. Là avec le potentiomètre, j'ai pas besoin de tout ça.
J'ai juste à lui dire, bah, quand tu lis cette valeur-là analogique, c'est la position d'équilibre, c'est ce que tu veux atteindre, c'est ta target. Et cette target-là, elle changera pas, quel que soit ce qui va se passer avec le pendule. Que le pendule tombe, que le pendule parte sur le côté, ou que le système soit éteint ou rallumé, non calibré, calibré. On s'en fout, cette position-là, physiquement, ce sera toujours la même et tu liras toujours la même chose. Quel que soit aussi l'équilibre de la table. Du coup, ça marche très bien, en fait. C'est même très surprenant à quel point ça marche très bien. Après, on avait quand même prévu la sortie. Ce qui est bien, c'est que ce potentiomètre-là, en termes de dimension de sortie, on peut complètement l'échanger avec un codeur, si on a besoin. Donc en fait, c'était le remplacement aurait été facile si on avait eu besoin d'un codeur, si ça marchait pas suffisamment bien. Là, avec le potentiomètre, c'est nickel, ça tourne impeccable. Donc du coup, on a gardé le potentiomètre pour faire les essais et puis pour aller jusqu'au bout. Le seul défaut qu'on a sur le potentiomètre, c'est que en fait, là, on n'a pas une précision aussi grande qu'avec un codeur. Du coup, la position d'équilibre, en vrai, on oscille toujours entre 2-3 valeurs en fait en lecture analogique. Voilà, c'est pas ultra précis. Ce qui fait qu'en fait, on n'a jamais un arrêt franc du pendule en termes de régulation. On a toujours une oscillation autour d'une ou deux valeurs qui doivent être bonnes en termes d'équilibre. Voilà, c'est un peu ça le défaut du système, c'est que notre précision n'est pas aussi bonne qu'avec un codeur. Merci Manfred, merci pour lui aussi. Avec le coup du potentiomètre, j'aurais jamais pensé, j'aurais trop galéré à faire moi-même. Voilà pourquoi on le voit trembler sur les vidéos. Voilà, c'est ça. En fait, quand on lisait les valeurs, on voyait bien qu'en fait on était sur quelques valeurs et si on affinait un petit peu, si on avait eu 10 ou 20 valeurs de plus sur cette zone-là, typiquement, je sais pas moi, avec un codeur qui ferait 2048 ou 40 000 ticks, 4000 ticks, pardon, 40 000 ticks. 4000 ticks, on n'aurait pas ce problème-là, quoi. On verrait ce léger défaut et on pourrait le régler tout droit. Le potentiomètre, techniquement, c'est plus simple, c'est plus direct, à régler, c'est plus facile, à coder, c'est plus facile. Par contre, on perd un petit peu en précision, ça c'est clair. 4096 pas par tour au minimum, voilà. Alors que tu vois, là, nous, on est à 1024 et en vrai, en fait, ce qu'on utilise, c'est quasiment rien, quoi. En fait, on est sur une plage qui est très mince. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que ce proto, il est utilisable complètement, et il n'est pas parfait. Si on devait améliorer la précision, ce serait là-dessus. Sur précision d'ailleurs, il est possible de changer la range d'une entrée en ligne pour monter sa résolution sur une plage plus étroite. Ça aiderait. Ça pourrait aider, faudrait retravailler ça un petit peu au niveau ELEC aussi, pour être sûr d'avoir une bonne range. Après, on peut aussi changer de carte parce qu'il y a d'autres cartes qui ont des résolutions analogiques plus hautes, ou on pourrait utiliser un convertisseur analogique numérique externe avec un range une précision plus importante de lecture, et on récupérait du coup quelque chose de plus précis. Mais honnêtement, quitte à faire augmenter la résolution de cette manière-là, autant passer sur un codeur si on veut être beaucoup plus précis. Là, effectivement, ça fonctionne. Voilà, on pourrait triturer pour améliorer le truc à fond, mais on aurait de toute façon toujours cet petit effet et cette baisse de résolution, cette baisse de précision par rapport à un codeur. Il faut voir aussi le temps de conversion analogique numérique, l'impact du temps n'est pas négligé pour la réactivité. Ouais, exactement. Il y a donc un saut de résistance. Non, enfin, c'est linéaire, hein. Voilà, c'est un potentiomètre analogique, hein. Mais en fait, quand vous faites votre mesure, votre conversion analogique numérique, vous êtes entre, je sais pas moi, je sais pas dans le code combien c'est le... Alors... le set point il est à 587,
Alors, entre 587 et 588, bah, si ça se trouve, enfin voilà, votre point d'équilibre, il est entre les deux. Mais en fait, si vous mettez 587, bah, le pendule, il est comme ça. Si vous mettez 588, le pendule, il est comme ça, quoi. Donc, il vous manque quelque chose un petit peu entre les deux. La qualité du potentiomètre peut être jolie aussi sur la linéarité sur une plage aussi faible. Exactement. Après, les potentiomètres Bourns, t'as vu le prix, c'est plutôt des potentiomètres qui sont précis. Voilà, on est plutôt sur quelque chose de relativement fiable dans le temps. C'est pas le potentiomètre à 30 centimes que tu trouves chez AliExpress, quoi. Je veux dire. Voilà, donc c'est du potentiomètre qui est utilisé dans l'audio. On est quand même sur quelque chose de relativement fiable. Par contre, toujours pareil, hein, c'est derrière, comme on le repasse en numérique, eh ben, on perd cette précision, quoi. Quand tu fais un tour, ah non, quand tu fais un tour, là pour le coup, il y a aucun, tu retombes toujours sur cette position. Ça c'est répétable. Ça pour le coup, c'est très répétable. Il y aurait plein de choses à améliorer sur cette partie-là, mais je vous dis, je pense que le principe derrière, serait de passer plutôt sur un encodeur. Il y a autre chose aussi qu'on a amélioré, que j'ai pas réassemblé ici. Qu'est-ce qu'il y a? Le potard que j'ai utilisé pour la hauteur de la gaz. Non, mais dans ce cas-là, ça marche. Dans ce cas-là, c'est suffisant en fait. Après voilà, je pense qu'il faut jauger le pour et le contre à chaque fois. Si c'est suffisant, il n'y a pas forcément besoin d'aller... Voilà, comme là, c'est suffisant, on n'est pas obligé d'aller plus loin forcément, sauf à vouloir réguler quelque chose de très très précis et où les oscillations sont pas tolérées en fait. Mon cœur de métrologue fond. Non, pas le potentiomètre Amazon. Non, mais là pour le coup, effectivement, voilà, si jamais vous récupérez, alors je suis assez content de moi, c'est que des potentiomètres Bourns, alors pas des modèles comme ça malheureusement, mais des modèles réglables avec plein de petits potentiomètres comme ça. J'ai récupéré plein de platines qui allaient être jetées, et il y en a une vingtaine dessus que je peux démonter, et j'ai regardé les prix et je suis assez content de les avoir récupérés. Voilà, si jamais vous voulez des potentiomètres qui tiennent le coup, bon, c'est des trucs plutôt cool en termes de précision. Allez, on va pas s'arrêter là-dessus. Ouais, je vous disais, on a changé aussi un truc à la base. Je pensais mettre un poids au bout du pendule, avec juste une plaque en acrylique comme ça. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que ça marchait pas, et je suis passé à une autre solution que vous voyez en fait dans la vidéo, c'est d'utiliser du coup des vis M8. Voilà. Des vis M8, des boulons pardon. Voilà, donc les autres plus longues sont dans mes caisses, mais j'avais tout un set de boulons M8 de différentes tailles. Et je me suis dit que voilà, ça ferait un beau pendule. C'est rigide, c'est lourd. Il y a plusieurs tailles que j'ai à dispo. Je peux les faire varier, je peux voir l'impact sur la régulation. Donc du coup, utilisons ça. Et donc c'est pour ça que l'axe du coup est plus le même sur ce proto, et qu'on a cet axe là maintenant avec un écrou qui est noyé et la vis qui est mise en dessous. Et du coup, c'est pas la vis qui fait la fixation sur l'axe, c'est une autre petite vis, voilà, qui vient se visser directement sur l'axe du potentiomètre, ce qui permet du coup de changer les boulons sans avoir à re-régler le pendule. Voilà, donc c'était un peu l'idée qu'il y avait derrière. Et donc si on regarde, là, la vidéo, on a bien, du coup, sur la vidéo, on va y arriver, le nouveau proto avec l'axe directement. Le poids de la tête aide à la stabilité. Ouais. Fais une expérience chez toi. Tu prends juste un bout de bois, genre un manche à balai, mais sans le balai au bout, et t'essayes de le faire tenir comme ça. Tu vas voir que c'est pas évident. Maintenant, tu prends le même manche à balai et tu visses
le balai dessus, donc tu vas avoir un poids plus haut, et maintenant tu essayes de le réguler, et tu vas voir que c'est beaucoup plus facile. Et que tu arrives à plus facilement le maintenir en l'air droit. Donc du coup, effectivement, d'avoir une tête de vis au bout et d'avoir du coup ce poids, et d'avoir en fait finalement un système qui est quand même relativement lourd, ça aide pas mal à avoir un système qui est stable. Et plus votre barre elle va être haute, plus vous allez pouvoir le stabiliser rapidement. Donc plus c'est lent, plus c'est adapté à la hauteur du microcontrôleur. Voilà, exactement. En fait, avec un truc comme ça, aussi léger, j'arrive pas. Enfin, c'est tellement la chute est tellement rapide, il faut tellement aller vite que en fait le microcontrôleur et en fait le moteur pas à pas aussi. Hein, tout le système fait qu'on va pas assez vite pour pouvoir le stabiliser. Donc finalement les vis, ça a bien marché. Pendant un moment, j'avais scotché un tournevis dessus et ça marchait bien aussi. C'est plus facile à régler, on est d'accord. Plus adapté. Bah, c'est-à-dire que tu n'arriverais pas à le faire avec ce genre de microcontrôleur là. Vraiment, pour le coup. Donc voilà pour la partie technique, la partie fabrication de ce pendule. Donc, vous allez regarder la suite plus tard sur YouTube. Bonne soirée à toi. Merci à toi en tout cas. Alors pour l'assemblage, tiens, je sais pas si j'ai des vidéos, je vais regarder vite fait. Bureau. Alors, où est-ce qu'elle tourne la vidéo? Ouais, voilà, donc je vous disais tout à l'heure, la télécommande, voilà, vous en avez une vue. Avec du matériel plus vieux, aussi léger. Ah, ouais, je serais intéressé par voir ça. Sur le Discord, je veux bien qu'on en parle alors. Et si tu avais utilisé une... qu'est-ce qui me fait... si tu avais utilisé une détection opto... C'est-à-dire... Une détection opto pour... Tu veux dire... Attends, je sais pas si tu parles... pour détecter la rotation. En fait, tu parles d'un capteur... un encodeur, quoi, en fait. Ah oui, genre un disque avec des fentes, avec un lecteur LED plus machin, quoi. À la place du potard. Ouais, bah en fait c'est ce que tu trouves dans un encodeur en fait, c'est exactement ça, c'est exactement ce principe-là en fait, au final. Oui, ça aurait été plus roucodeuse opto, ouais voilà. Ça aurait été plus précis. Enfin, ça aurait dépendu de la précision de ta roucodeuse aussi, forcément quoi. Si on a que 1024 pas, bah en fait on n'est pas plus précis quoi. Après on régule avec des appels qui tournent à 10 millisecondes. Là c'est chaud, c'est pas. Ah oui, 10 millisecondes, ah oui, effectivement. Disque plus grand pour plus de précision. Bah plus de cran quoi, en fait. Donc ouais, là il a la petite manette avec le debug, le enable, le KP, le PID. Donc ça c'est pour mettre les coefficients, activer les coefficients. Donc ça je vous l'avais déjà montré. Et après, ça c'est la vue qu'on voit aussi dans la vidéo. Où on retrouve en fait la grosse partie du matériel. Alors là vous pouvez voir les différentes tiges qu'on avait. Et celle qu'on a utilisée c'est effectivement la plus longue. Là vous voyez aussi que on a modifié la partie avec la barre en alu, ce qui n'était pas le cas avant. En fait on était complètement en full impression 3D. Salut Devin Nelson. Oui voilà, plus de cran et du temps de cycle. Ouais. Qu'est-ce que dire d'autre? Non, il n'y a pas grand chose en fait, on récupère, on voit à peu près tous les éléments. Je regarde sur les autres. Ah oui, on a mis un petit niveau à bulle que j'ai pris juste pour être sûr que le système était bien était bien à l'horizontale. Et les petits yeux,
parce que j'aime bien les petits yeux. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai plus grand chose à dire sur ce système-là, sur le montage. Vous l'avez vu. Je vais regarder si j'ai la vue du dessus. Pendant le montage, il n'y a pas de particularité. Voilà. Donc là, vous voyez le codeur, le collecteur tournant. Bienvenue Caillou. Avec du coup les fils qui passent au milieu. Il faut savoir dimensionner pour tant au niveau de la perf que de la complexité et plein de le pendouille, c'est avec un potentiel. Le pendouille, c'est un potentiomètre. Techniquement, un potentiomètre ou un encodeur. Voilà. Les deux designs sont prévus. Vous voyez que j'ai plus de fils que juste 3 fils qui passent à l'intérieur, justement parce que on a du coup la possibilité de monter autre chose à notre capteur, voire un deuxième capteur pour faire un double pendule. Mais là, ça aurait été un petit peu chaud. Il a sorti sa boîte. Googly Eyes, c'est vrai. J'en ai une, elle est là-bas. Faute, vieux gars en live, pour moi, une première et tu es au top. Ah bah merci, Manfred. Merci. C'est comme un cours, mais sans l'avoir préparé, en fait. Je sais plus qui me posait la question pour la courroie. Voilà, donc, hop, la courroie, elle vient se mettre ici. Voilà. Et alors, vous voyez que là, le servomoteur est complètement mis sur le côté. Le moteur pardon, est complètement mis sur le côté. Là, ça c'est intéressant aussi, ça c'est comment j'ai fait la poulie. Stop. On le voit pas très bien. Mais voilà. Là, il y a des inserts plastiques. Donc c'est des vis M3 avec des inserts plastiques et ça vient serrer sur le moteur. Et alors le moteur, je me souviens plus s'il a un méplat celui-là. Parce que j'en ai 2. Alors celui-là n'a pas de méplat, mais du coup les vis, vous voyez, elles sont pas en fond, elles ont un petit angle. Ça permet de recentrer la poulie quand on vient la serrer et de pas avoir juste un point de pression. Et si jamais j'avais eu un méplat sur mon moteur, j'aurais mis la vis j'aurais mis une des vis sur le méplat du coup. Ça n'a pas été galère. Bah, je vais vous le montrer, vous allez voir, il est très con le code. On a eu 2-3 trucs à modifier un petit peu sur la partie serial, mais comme je savais pas si Monsieur Bidouille allait montrer le code en live, on a essayé de faire le truc pas quelque chose de très opaque en fait en termes de code, de garder quelque chose de très lisible et de très facile à comprendre. Et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Le collecteur tournant ne pose-t-il pas de problème de qualité du signal ? Je me suis posé la question. En vrai, ce collecteur-là tournant, je l'utilise déjà pour des mat balises qu'on a fait en live l'année dernière. Et à l'époque, je m'étais posé la question, j'avais fait des relevés, j'avais pas vu de problème. Maintenant, il faut comprendre que c'est des collecteurs tournants qui sont pas aussi performants que ce que tu pourrais trouver en pro, et donc qui ont une limite en rotation, en vitesse de rotation. J'ai plus cette limite en tête, mais de la part d'autres équipes qui ont utilisé le même type de système, si tu vas trop loin au-delà de cette limite-là, là tu commences à avoir des choses qui se passent sur ton signal et qui sont pas folles. Pour nous là c'était pas un problème parce qu'on va relativement lentement, donc honnêtement ça se voit pas du tout. Et à 5 tours secondes, t'as pas trop de problème non plus. 5 tours secondes avec un système, avec un signal tout ou rien, on n'a pas détecté de problème. Mais on va pas au maxi quoi. Donc je pourrais pas te dire au maxi ce qui va se passer. Faut comprendre aussi que c'est des systèmes qui sont donnés pour un certain nombre de cycles. Donc ça s'use, et donc au bout d'un moment, normalement il faut les changer s'il a tourné un peu trop longtemps. Combien de temps as-tu mis à concevoir et monter ? Très impressionnant, ben merci. En fait ça s'est fait étape par étape. La partie concept et fabrication de la grosse majorité des pièces,
Je pense qu'on était sur une soirée, à peu près, parce que j'ai le matos ici pour imprimer en 3D et pour découper au laser. Donc par exemple, toute la partie supérieure, plus le bras, mais pas le bras imprimé en 3D, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait d'abord fait un bras découpé au laser qui était beaucoup plus rapide à fabriquer. Tout ça, ça a été fait assez vite. Là où c'était un petit peu compliqué, c'est que j'ai fini ça très rapidement, mais je pouvais pas le tester parce que j'avais pas les courroies. Donc j'ai essayé avec des élastiques, mais c'était l'enfer. Donc j'ai dû attendre une semaine avant d'être livré le matos qui restait, à savoir le shield et le matériel nécessaire en tout cas qui me manquait pour faire mes essais. Donc le shield et la courroie principalement. Après il y avait 2-3 autres trucs qui sont arrivés. Genre le connecteur, du câble, enfin voilà, des trucs comme ça, les boutons, etc. Ça, c'est arrivé à peu près en même temps, mais vraiment, il me manquait plus que ça pour tester le soir même, quoi, quasiment. Donc ça a été assez vite. Après, il y a eu de l'itération, comme je dis, il y a des pièces qui ont cassé, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de dimensionnement au niveau de l'axe, donc modification de ça, au niveau du pendule, voilà, il y a eu des choses qui se sont un petit peu améliorées, il y a la télécommande qui est arrivée en fin de semaine, plutôt, parce qu'au début on l'utilisait pas du tout, on était directement sur le proto en direct, et la télécommande elle nous a aidé aussi, hein, en vrai. Mortel, tu pensais à tout. Il y a eu des problèmes, donc j'ai pas pensé à tout, apparemment. Mais à force d'en faire, il y a des trucs auxquels on pense. Après, le design est très proche de ce que j'ai pu faire sur d'autres systèmes, donc forcément, il y avait des trucs, voilà, je l'avais en tête, quoi. Du glissement, et là, c'est la merde à gérer. Alors, attends, par contre, j'ai peut-être pas suivi. Tu parles du glissement sur quelle partie ? Encore plus impressionnant. Bah, merci, Fredo Laredo. Alors, on va avancer un petit peu. On retrouve les inserts, hein, ici aussi, pour fixer la partie supérieure. Comme ça me fait 2 pièces à imprimer. Sur l'axe. Du glissement sur l'axe. Ah, le glissement dans ce sens-là. Ah oui, alors, ouais, je vais te montrer un truc. Parce que du coup, voilà. Alors, je vais pas pouvoir te le montrer avec cette vidéo-là. Tu aimes bien les inserts. J'adore ça. Franchement, il faut que je m'en rachète parce que je kiffe, j'en mets partout. Je trouve ça génial. Franchement, c'est vraiment le truc qui me plaît le plus à mettre maintenant. Je préfère mettre ça que de mettre des écrous. Alors je sais que ça coûte un peu plus cher, mais c'est tellement mieux, c'est tellement mieux. Voilà, du coup pour éviter que la partie supérieure ne sorte du logement, voilà, voilà, c'est ça, ne se sorte du logement, ce qu'on vient mettre au-dessus, c'est une petite bague, un anneau à vis. Est-ce que j'en ai là ? Là, je sais pas si on le voit sur la simulation. Non, je l'ai pas modélisé. Donc ça vient se mettre ici, et ça me permet en fait de plaquer, correctement la bague, les bagues intérieures. Enfin, en fait, de plaquer les roulements, quoi, de plaquer correctement les roulements. Et à l'intérieur, pareil, vous le voyez pas, mais il y a une petite pièce, une petite bague ici. On va avoir les 2 paliers internes qui sont reliés. Voilà, pour faire un montage propre, en fait, à roulement, pour qu'il y ait 0 problème. Donc ça, c'est des roulements de skate, hein, 608ZZ, les bien connus. Et donc, la bague qui est au-dessus, alors, est-ce que... Atelier 2, yes. Voilà, c'est... Bon, je vais peut-être pas vous faire ça avec cet atelier. Voilà. C'est cette petite bague-là. Donc, il y a une petite vis, hop, à pression. On vient mettre ça sur l'axe, boum. On visse, et on n'en parle plus. Voilà. Et donc ça marche super bien. C'est ce que j'ai utilisé dans mon robot de combat l'année dernière et l'année d'avant. Et c'est vraiment hyper efficace. La clavette. Mais à quel endroit tu veux mettre une... Ah oui, la clavette pour les roulements. Ah oui. Mettre la possibilité d'avoir de faire des clavettes, effectivement. C'est pas encore regarder ces vidéos. Ah oui, non, bah... T'as 60 vidéos, plus de 60 lives à rattraper. Je te l'accorde, ça va être long. Alors, on va revenir sur la petite vidéo. Ouais, donc ça, c'est pas mal.
ça marche plutôt bien. Ah, par contre, VLC, tu m'enlèves la vidéo précédente, ça c'est bien ça. Ah, punaise. C'est nul, en fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants? Il y en a forcément, hein. Voilà, donc là on vient de mettre la partie supérieure. Voilà, vissée, donc c'est hyper simple. Et alors là, il y a le petit truc aussi, c'est que... Voilà, donc là je vérifie juste que ça tourne correctement. Voilà. Je pense que... C'est quand que je soude les fils? D'accord, ok, moi j'assemble tout le reste après. Très bien, donc il y a tout le passage de câbles. Voilà. Donc en fait, voilà, cette première partie, c'est ça que j'ai fait sur la première soirée. Voilà. C'est vraiment cette partie-là qui a été réalisée la première soirée. Bon, ensuite, ça c'est pas très intéressant. C'est le fixation de la carte avec les petites entretoises. Alors là, c'est mignon. Il y a un petit passage de... Arrête-toi. Il y a le petit passage de câble, hop, ici. Il évite que ça tire dans tous les sens. Voilà, pour arriver sur le bornier. Que je déteste ces borniers bleus, c'est horrible. Je ne les aime pas. Hop, le petit passage de câble sur les côtés. Donc tous les câbles qui avaient déjà été faits avant. Oui, parce que, du coup, il faut savoir un truc, c'est que la vidéo du montage, c'est-à-dire que le proto était fait, était fonctionnel, et j'ai tout démonté pour tout remonter pièce par pièce, en priant pour que je casse pas quelque chose, parce que c'était quelques jours avant de l'envoyer, et que ça refonctionne correctement, voilà. Donc c'était assez rigolo, et je pense que dans le montage, je me suis même planté à certains endroits. Voilà, donc après, hop, la connexion, la petite manette. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste des boutons reliés entre la masse et une pin de l'Arduino, et on vient activer les résistances de tirage directement dans le code de l'Arduino, ce qui nous évite d'avoir à les inclure sur le système. Donc c'est un peu plus facile à faire. Voilà, donc les petits passages de câbles, hop, ça nous permet de venir mettre des petits, des colliers de serrage, et de pouvoir maintenir le câble correctement, éviter de tirer dessus. Et il y a la même chose aussi sur la plaque inférieure du pendouille. Voilà, hop, c'est relié. Là, ici, on vient tout visser. Il y a des patins antidérapants, mais par contre, c'est un système qui a un peu de pêche, et je pense que Monsieur Bidou, il l'a vu, parce que j'ai vu qu'il avait mis un poids dessus. Il bouge pas mal quand il tourne, il y a un peu d'inertie. Voilà, ça envoie un peu de steak, hein. Faut dire ce qui est. Ça fait un peu peur. Pour la petite anecdote, le moment où je le réglais, il y avait ma femme qui était à côté. Et j'avais monté, c'est le moment où j'avais scotché un tournevis, et elle me voyait avec le truc qui tournait et qui se cassait la gueule, et puis elle me disait non mais tu vas te le prendre dans l'œil, ou je lui dis non mais t'inquiète pas, dans le code quand il dépasse un certain truc il s'arrête, et là juste à ce moment là le truc il démarre et je me le prends à la tronche. Donc ouais, c'est un petit peu violent quand on teste. Oui, il se barrait, le chat se demandait ce que c'était cette bestiole. Ah ouais. Bon, bref, elle s'est bien foutu de ma gueule, là, ce soir-là. Bref. Donc voilà, là, il y a la passage de câble. Hop, comme ça, on sécurise tout. Et puis voilà, c'est terminé après. Et après passe... Ah oui, voilà, ce que je voulais dire, ce que je voulais montrer aussi, c'est que vous pouvez vous étonner que j'ai pas mis de gain sur le potentiomètre, ou fait de petits connecteurs. En fait, le problème, c'est que si jamais je faisais un connecteur, je pouvais pas le démonter, parce que j'ai pas la place de passer un connecteur dans l'axe. Et je voulais avoir la possibilité rapidement de changer le potentiomètre, ou de changer pour un encodeur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je soude directement dessus, proprement, et j'ai pas mis de gain pour justement pouvoir l'enlever très rapidement, faire une modification, enlever le bras, le démonter, le remonter, voilà. Donc c'est pour cette raison que les connexions sont à nu de ce côté-là. Et qu'elles sont simplement soudées. C'est-à-dire que je ne les ai pas entourées autour, bobinées et soudées.
Je les ai juste posés soudés. Et pour éviter que ça se barre, en fait, quand ça vienne tirer, je viens sécuriser le câble avec un petit circlips. Donc ça, pareil, ça c'est un petit truc qui était déjà présent dans la version d'origine. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Non, là il y a la fixation du bras, et puis c'est tout. Donc avec une toute petite vis à plastique, et ça marche plutôt bien. J'aurais pu mettre un insert. Donc là j'ai enlevé le pendule, et je viens faire juste un petit réglage. Alors, je lis à côté les valeurs, ça me permet d'avoir le bon positionnement et de vérifier que tout fonctionne bien sans me le prendre dans la tête. Voilà. Dans le code, tu as fait des trucs shadés, genre manipulation de registre, rien du tout. Rien du tout. Justement, j'ai voulu essayer de faire quelque chose le plus simple possible. Je vais vous le montrer tout de suite, parce que du coup, là, on entre vraiment dans la partie, voilà, on fait le code et on teste. Alors, le code. Alors, c'est sous Arduino, vous m'excuserez. Généralement, plutôt plateforme IO. Mais là, c'est plutôt Arduino. Je pense que je vais le mettre sur un repo quelque part. Alors, la seule librairie qu'on va utiliser, c'est la librairie Axel Stepper qui me permet de piloter le moteur pas à pas. En vrai, j'aurais pu le recoder parce que j'utilise juste, la partie vitesse. Mais comme ça me permet aussi de gérer un petit peu mon accélération de moteur, c'est pas plus mal. Salut gros louche. Ouf, j'arrive pas trop tard pour voir la bête. Je l'ai pas sur moi, mais voilà, elle était là. Alors, comment ça fonctionne? Alors, attendez, parce qu'il faut que je me replonge un petit peu dedans. Globalement, en fait, j'ai juste une fonction qui s'appelle asservissement. Dans asservissement, voilà, ça va être en fait le cœur du code. Globalement, je fais mes calculs de PID, j'enregistre ça dans un truc qui s'appelle output. Et cet output, ça va être directement ce que je vais appliquer. Alors hop, voilà, ici, à mon stepper. C'est-à-dire que je vais lui dire, voilà, output, boum, et je vais lui dire, voilà, mets ta vitesse sur output, et hop, applique la vitesse. Voilà, donc en fait, c'est ces trois lignes-là, globalement, alors, 3 plus 4 lignes-là, donc 55, 67, 69, 70. Le principe est, voilà, il est très simple, c'est je lis la position, je fais mon asservissement, je regarde mon décalage, je fais mes calculs, etc. Je récupère un output et j'applique une vitesse sur le stepper pour pouvoir corriger. Voilà. C'est tout con. Il n'y a pas besoin de faire plus loin. Au tout début, merci Viri. Au tout début, j'avais fait un truc avec... j'avais testé la librairie PID d'Arduino, mais elle était trop lente, c'était trop chiant. Il y avait plein de trucs, je comprenais pas pourquoi ils avaient fait comme ça. Et au bout d'un moment, Julie m'a dit, non mais... oublie, code-le tout seul, ça va aller plus vite. Et effectivement, voilà, il y a 4 lignes, quoi, même pas, 5 lignes avec l'enregistrement de l'erreur précédente. Mais globalement, voilà, ça va très vite à coder et c'est très très bien, quoi. Virir, pas vir. Oh, virir, pardon. Donc voilà, donc globalement, c'est vraiment ces 4 lignes-là qui servent à quelque chose. Le reste, c'est plus du cosmétique et des petits trucs en plus, notamment pour gérer la chute du potentiomètre. Ce qu'on voulait pas, enfin la chute du pendule, ce qu'on voulait pas, c'est que le potentiomètre, le pendule chute et que du coup il continue de réguler alors qu'il n'y arriverait pas en fait. Donc ce qu'on fait, c'est que quand la lecture nous dit que on est en dehors d'une certaine plage, on arrête tout et du coup le pendule chute en fait. Ça se stoppe et ça s'arrête. Ça évite d'avoir le truc qui part en hélicoptère, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu à ça que sert cette partie-là. Et après il y a plein de petits trucs autour, par exemple avec les boutons, gérer le fait de passer d'une proportionnelle à un PID complètement, de faire fuir le chat, d'activer le debug, voilà.
Et donc le debug ça a été un petit peu chiant. Au début on faisait juste du serial write, du serial print pardon, et ça nous permettait de récupérer les courbes avec l'outil directement, le traceur série d'Arduino. Le problème c'est que ça prend du temps de faire un serial print. Du coup on l'a codé un petit peu différemment. Avec un serial write, ce qui nous permet d'envoyer les informations un peu plus vite directement à l'interface. Merci Moutarde Bleue, à l'interface écrite en processing. Alors interface que je peux vous montrer, mais vous allez voir juste un truc blanc avec une ligne parce que comme j'ai pas de retour du pendouille, il va rien se passer. Mais voilà, donc c'est ce que vous voyez dans la vidéo de Monsieur Bidouille ici. Et c'est beaucoup plus léger, ça va beaucoup plus vite, ça impacte moins comment dire, la régulation, et ça permet de tourner à une fréquence plus importante. Un abonnement de niveau 1, super, merci Roxoner. Ah, tu l'as offert un moutarde bleu, merci. Je suis là en tout. C'est très gentil, c'est très gentil. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, merci Alf. Voilà là. Alors Fredo, qu'est-ce que tu améliorerais Enfin, merci Aeroxonaire. Qu'est-ce que j'améliorerais Bah, pour ce qu'il fait, ça fonctionne très bien en fait. La partie que j'améliorerais surtout, merci Storycode 97, c'est la partie sur le codeur en fait. Si je devais changer quelque chose, ce serait vraiment le codeur à réintégrer, donc changer le code en conséquence. Merci les amis, mais vous êtes en train de tous vous abonner. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, merci MG Maximus. La carte de crédit va prendre... C'est très très gentil. Ça me fait beaucoup, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. En plus, voilà ce que parce que je vous l'ai pas dit au tout début, j'ai réussi en fait à passer affilié et à pouvoir passer affilié avec notre asso de robotique. Donc quand vous soutenez le live, et ben en fait vous soutenez notre asso, donc merci beaucoup, c'est super sympa. Merci Kamikaze, merci Kamikaze. Je voudrais bien en faire autant. Et ben c'est pas grave, écoute, il y a pas de problème. Partage les vidéos, partage les lives, sois présent. Déjà rien que ça, c'est génial. Ça me fait très plaisir. C'est Noël. Fricat France, allez, c'est parti. Kamikaze qui offre des abonnements. Mon Dieu. Non, après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce code? Il est tout con, hein, ce code. Hein. Si, peut-être ne pas utiliser Axel Stepper pour essayer d'accélérer un petit peu le truc. Je suis pas sûr de voir d'autres possibilités d'amélioration comme ça. Honnêtement, il est clairement pas parfait, hein, mais merci Papal0. J'ai lu vite fait PayPal, ça aurait été rigolo. Merci Papal, bienvenue à toi. Ah, c'est Roxoner qui offre des abonnements, mais Roxoner, c'est le... Voilà, tu balances quoi, tu offres à mort. Incroyable, merci à toi, merci à toi. Le Snipe 300 scope. Vous êtes des fous. J'ai fait un succès critique. Futurs APL, merci like. Écoutez, voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions sur ce code ou sur le projet. Du coup, à partir de ça, effectivement, on peut... Oula, par contre, j'ai fait... Où est-ce qu'il est mon lecteur Voilà, là, on peut le faire fonctionner. Et puis, moi, ma bourgeoise, le gouvernement du Québec. Voilà. Et donc, on voit que ça régule bien. Là, j'ai pas les courbes qui fonctionnent en même temps. Mais pour le PID, il n'y a pas de calcul intégral des dérivés. Bah, en fait, tu l'as là, hein. En gros, Enfin, t'en as pas... Attendez, qu'est-ce qui me fait VLC, là? Stop. Ah oui, ça, je pourrais vous le remontrer après. Coder un PID, voilà, c'est ça, en fait. Comme tu le fais
très rapidement, en fait, ton intégrale, ta dérivée, elle va être ici. Ton calcul de dérivée, il va être ici. Ton calcul d'intégrale, ton intégrale, elle va être sur la somme des erreurs. Voilà, je vais chercher. Voilà, ici. Donc du coup, au final, tu vas le faire parce que tu le fais très régulièrement. Attendez, il y a des gens qui... Oh, merci Alex. Mystère Ocello. Le choix des coefficients est fait comment? Ah, voilà. Oh, merci Monsieur Bidouille. C'est très gentil. C'est Roxaner qui offre à Monsieur Bidouille. Incroyable. Alors, pour le réglage des coefficients, effectivement, merci en fait, c'est ça que j'avais un peu oublié. Alors, au début, on a essayé de le faire avec la méthode, une méthode un peu de réglage Ziegler-Nichols, le sniper. Très classique en fait, en réglant d'abord la proportionnelle, puis ensuite l'intégrale, puis ensuite le dérivé. Et après, c'est Jules qui a trouvé une super vidéo pour le réglage, que je me suis gardé de côté, que je vais vous envoyer, qui est très bien expliqué, qui fait ça beaucoup mieux que moi. Merci à toi pour toutes tes vidéos. Bah écoute, c'est cool. Première fois qu'on m'offre un abo, ça fait touche. Mon Dieu, je sais pas où est-ce que vous êtes partis là, mais ça fait... Du coup... Voilà, cette vidéo que je vous ai mis en lien, qui explique en fait comment calculer, comment régler de manière empirique en fait un système PID, c'est hyper bien foutu. Alors je vais vous la mettre en même temps parce que là je pourrais pas vous le faire forcément sans le proto. Merci Azerty59, bienvenue à toi. Je mets la même chemise que le gars sur la vidéo. On ne se moque pas de la chemise. Alors le principe. Attendez, je vais couper, hop, pour pas me faire... je sais pas s'il est... Alors, où est-ce qu'il va, là? Là, ce qu'il va faire, là, il met, par exemple, un proportionnel de... Oh, merci Brunux, super sympa. Il va mettre un PID, une proportionnelle de 1. Objectif, ne pas lui laisser finir une phrase. Ah, d'accord, ok, c'est ça. C'est ça. C'est ça que vous cherchez à faire. Bon, allez. Vas-y, je vais essayer de suivre le chat et en même temps d'expliquer comment on règle de manière empirique un PID. Vas-y, je le tente. Donc là, par exemple, il met un proportionnel de 1. Donc vous voyez, ça c'est sa consigne, et ça c'est ce qu'il va avoir en sortie. Donc là, il n'atteint pas encore sa consigne. Il va osciller, il va pas atteindre sa consigne. Donc il va augmenter, voilà, avec un facteur 10. À 10, il se rapproche, mais vous voyez que les oscillations augmentent. Mais il se rapproche de sa consigne. Bon courage, je règle le PID de son col de chemise à la table. On a dit pas la chemise. Mon Dieu. Voilà, donc là, il va le faire une deuxième fois, il va multiplier par 10 son coefficient et passer à 100. Là, vous voyez que il oscille autour d'une de sa commande, mais il a toujours pas atteinte. Donc à partir de ça là, je crois qu'il va s'arrêter là, ou il va encore, ah oui, il va encore plus loin. Ouais voilà, il va encore plus loin, je crois que jusqu'à le saturer pour le coup. Go vers le barbastin, mon dieu, vous êtes fous. Ah, quand un retour sur la main pour partager une assiette de taboulé à la machinerie. Une fois qu'il a fait ça, là il va passer, pas à l'intégrale, mais au KD, donc à la dérivée. Donc vous voyez, tous ces autres paramètres, ils sont en 0. Là il va le mettre à 1, et vous voyez la différence entre là, où... alors il diminue... Ah, il passe à 100. Ouais, parce que... Ah oui, c'est ça. Je vais me souvenir maintenant de la vidéo. C'est que comme il est saturé, il va redescendre, il va rediviser par 10 et revenir sur son réglage précédent. Là, il va mettre un D à 1, et du coup, vous allez voir qu'au fur et à mesure où il va forcément multiplier par 10 la dérivée, son système, voilà, les oscillations vont disparaître, mais il va toujours avoir cette erreur, en fait, entre sa consigne et ce qu'il souhaite atteindre. Il y a moyen de faire un étayer pour un pays... pour la courbe de Covid, non, je pense que c'est mort. Donc il va continuer, voilà, jusqu'à ne plus avoir de dépassement. Alors là, sur un modèle théorique, hein, nous, voilà, ça on l'a jamais eu en vrai en fait. Ça a oscillé toujours un tout petit peu. Pour les problématiques que je vous ai données tout à l'heure. Une fois qu'il a ça,
on est bien, mais on n'est pas encore sur la courbe, on n'est pas encore collé. Du coup, ce qu'il va faire, c'est que... alors, je crois qu'il va minimiser... Ouais, c'est ça. Il va minimiser, en fait, cette erreur en travaillant uniquement sur la proportionnelle et le dérivé. J'arrive plus à vous suivre, les gars, c'est horrible. Donc, je vais finir mon explication, coûte que coûte. Voilà, donc... Ce qu'il va faire, c'est qu'il va multiplier, là il explique en fait, on va multiplier P et D par 2, et on va le faire jusqu'à temps de minimiser cette erreur. Voilà, donc il continue. Je crois qu'il va, je sais pas s'il va jusqu'à... Non, il va laisser à 2. Je sais plus s'il essaye 400 ou 4000. Et là, du coup, ce qu'il va faire, c'est que là, il peut plus faire grand-chose. Il va maintenant travailler sur son KI, donc le coefficient intégral. Et là, avec un KI de 1, voilà, il va pouvoir se rapprocher encore plus de la courbe. Et pareil, il va faire la même chose qu'avec le proportionnel. KI de 1 multiplié par 10, KI de 10. Et là, hop, il récupère, du coup, son erreur, plus d'erreur, ou quasiment plus d'erreur. Un léger dépassement au démarrage, mais qui est vite récupéré. Et donc après, bah là, ça, on peut continuer à l'améliorer. Donc là, par exemple, s'il augmente de 10, il va augmenter la rapidité de son système, mais du coup, il va augmenter forcément aussi son dépassement. Donc du coup, c'est pas forcément très intéressant. Et je sais plus sur quoi il termine, du coup. Oula. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu la vidéo. Ah oui, là, et là, du coup, il va réduire. Il va se mettre entre 1 et 10 pour le I. Il va juste jouer sur le I pour limiter ce dépassement. Voilà. Du coup... Je vous laisse regarder la vidéo, mais ça c'est vraiment la méthode qu'on a essayé de mettre en place pour pouvoir régler le PID. Et en vrai, ça a marché super bien quoi. Pour le coup, c'est vraiment une méthode empirique si vous voulez pas faire de calcul, si vous voulez pas pousser plus loin que ça. Ce système-là fonctionne plutôt bien. Coed Kun, il l'avait pas pris. Il a fallu le passer dans le... C'est drôle, ça. Et j'arrive quoi avec le copain, tout ça, donc ça attendra. Ah oui, il va falloir éviter pour l'instant. Ouais, mais ça, c'est un réglage pour une réponse à un échelon. On fait comment avec un système forcément instable en boucle ouverte? Ah bah non, mais en boucle ouverte, tu peux pas. En fait, le principe de la régulation, c'est que t'as une boucle fermée, en fait. C'est-à-dire que... t'as un retour d'information de ce que tu essayes de réguler. Quand on dit par exemple que nos robots il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de... je vais y arriver. On vient pas en fait corriger notre position. C'est juste qu'en fait, on dit juste à nos moteurs pas à pas, va de 10 pas en avant, mais on ne sait pas s'il a vraiment été 10 pas en avant. Donc ça, c'est un système qui est en boucle ouverte. C'est-à-dire que tu demandes à un système de faire quelque chose sans jamais vérifier qu'il l'a vraiment fait. À partir du moment où on met un capteur, par exemple pour savoir s'il a véritablement fait ces 10 pas, et que tu le récupères, là, du coup, tu peux faire de la correction, tu fais de la régulation, et du coup, là, tu peux appliquer ces principes-là. Et là, tu es en boucle fermée, parce que du coup, tu as bien le retour d'information, le traitement de l'information, et après on vient modifier la commande pour réussir à aboutir à ce qu'on souhaite avoir. Très très bonne méthode quand il n'y a pas de destruction derrière. Oui, heureusement. Bienvenue Cyanure World. Donc voilà, donc c'est une très bonne trouvaille, et c'est très bien expliqué, alors c'est en anglais, je ne sais pas si j'ai activé les sous-titres. Ah, ils sont générés automatiquement, mais en vrai... la méthode est bien expliquée, voilà, c'est pas à pas. Franchement, pour faire de l'approche, c'est vraiment chouette. MATLAB, oui, c'est MATLAB. Eh bah oui. Voilà, du coup, et ça marche bien avec le pendule. Et pour donner un autre exemple, j'ai déjà fait un robot, vous savez, les robots à 2 roues qui tiennent sur eux-mêmes. Je leur referais bien pendant un live, ça peut être rigolo comme projet. Mais là, du coup, ce qu'on utilise, c'est un accéléro et un gyro.
donc un accéléromètre couplé avec un gyroscope pour récupérer en fait l'angle de notre robot. Et sur le même principe, hein, avec PID, avec un réglage qui est très proche en fait de ça. Quelques fois de suite que je suis tes streams passionnants. Merci beaucoup, du coup. Ah, merci Fredo Laredo. Mon dieu, c'est incroyable. Petite question que je posais pour les PID et la sélection de nos robots. Comment vous choisissez le temps entre deux interruptions PID? Alors, pour le coup, il faudra que tu poses la question sur le Discord, parce que nous, c'est quelque chose qui... comment dire, qu'on n'a pas encore trop utilisé, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, nos robots, ils sont en boucle ouverte. C'est-à-dire que nous, on dit juste à nos moteurs pas à pas, va là-bas, et on se dit qu'on a bien fait nos calculs pour qu'il aille là-bas. Mais en vrai, s'il y a un obstacle sur sa route et qu'il dévie, eh ben on sait pas s'il a dévié et il est complètement perdu. L'objectif de cette année, de l'année dernière, c'était d'intégrer des codeurs et de le faire, et finalement, on n'a jamais pris le temps de le faire parce que on a voulu travailler sur d'autres trucs, mais c'est vraiment quelque chose sur lesquels on veut aboutir. Et les dernières cartes qu'on a fabriquées en live, voilà, elles intègrent du coup les branchements pour les codeurs, et le code qu'est en train de refaire Jules sur les robots intègre aussi, peut intégrer cette fonctionnalité-là, ce qu'on n'avait pas sur le code précédent. Donc ça va arriver, et à ce moment-là, je pourrais te répondre, mais je pense que d'autres personnes sur le Discord pourraient tout à fait te répondre sur leur robot, quoi. Ah, merci Historicon. On pourrait faire un cube comme celui-ci. Oh, je sens que je vois ce que c'est, ce cube. Ah. Il est pas passé. Alors, attendez, on va mettre sur le côté au cas où. Ah oui. Ah oui. Non, moi je pense que je serais pas en capacité de faire ce cube-là. Voilà. Donc il y a 3 moteurs brushless, des contrepoids, et c'est le même principe, hein, c'est de la régulation. Et du coup, le principe, effectivement, c'est qu'on régule la position du cube en faisant tourner plus ou moins rapidement les trois roues à inertie. Et ça m'impressionne toujours beaucoup, en fait. Ouais, forcément, après, on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où il est asservi. C'est assez cool comme système. Mon dieu, je pense que je pourrais regarder ça des heures. C'est vrai que les moteurs doivent coûter un bras. Je pense pas. Enfin, c'est des moteurs brushless, en fait, hein, tout simplement. Hein. Pour le coup, aujourd'hui, le brushless doit pas coûter énormément cher. Non, ce qui doit être compliqué, c'est plutôt toute la partie régulation et leg derrière, quoi. C'est un EC flat de Maxon, donc. Ah, ceux-là, c'est des EC flat. Ah oui, ouais, effectivement. Bon, d'accord. J'ai rien dit. T'as mis Maxon dedans, donc forcément. En tous les cas, il faut éviter que le correcteur dépende de la fréquence. Normalement, il doit gérer lui-même la variation de timing entre deux corrections. Ouais, en théorie, effectivement, tu viens faire une mesure entre la dernière correction, et tu l'utilises, en fait. C'est ton DT, en fait, pour le coup. Plutôt l'équilibre des roues. Oui. C'est en testant que vous trouvez... attendez. Oula. Faut une réaction sur les lèvres et que le micro ne soit pas à genoux. Oui. Ok. Du coup... Ah, le cube. J'aime bien le cube qui saute aussi. C'est toujours hyper impressionnant. Alors, bah, je pense qu'on a terminé sur ce truc-là. Par curiosité, tu as fini avec quelle valeur de PID? Alors, oui, tout à fait. Voilà. 80 pour le proportionnel, 100 pour le KD et 8 pour le KI. Après, voilà, ça a été un petit peu... on les a un petit peu modifiés hein, après. Voilà, on les a réaffinés derrière. Mais voilà sur quoi on tombe, quoi. Dans les connecteurs PID, je calcule le temps entre deux appels de la fonction que j'utilise pour le DT. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est un truc que... Oh ah, t'as pris un mug. Merci Aerox, ah la vache. Comme ça, je suis dépendant de la fréquence. Effectivement, comme tu peux voir, le DT, nous, on l'a fixé. Mais c'est pas bien. Si jamais, effectivement, on devait modifier... D'ailleurs, c'est bizarre, je me souviens avoir fait un code où je mesurais le DT. Pourquoi je l'ai enlevé? Parce que du coup, on l'utilise...
Mais on le calcule pas dans cette version-là. Alors, est-ce que j'ai ouvert la dernière version du code? Je regarderai, je mettrai en ligne la dernière version du code parce que, effectivement, il me semblait avoir fait la mesure. Bizarre. Dans tous les cas, en fait, normalement, tu as le DT, effectivement, tu viens faire la mesure et puis tu l'utilises en fait dans les calculs. Vu qu'il je suis surpris qu'on l'ait laissé à 0,1. Ça fait un petit moment, donc ouais, je reverrai. En fait, j'ai envie d'en refabriquer un pour moi. De pendule. On va faire mieux. Je pense que je vais fabriquer le robot qui tient tout seul et on utilisera une partie de ces codes-là pour pouvoir faire ça. Ça sera encore mieux. C'est peut-être l'initialisation. Mais non, mais en fait, après, on le calcule pas. Je vois pas mes lignes où je le mesure. Donc, j'ai dû le laisser à 0,1. J'en ai fait une autre version et on s'est perdu peut-être avec la version. En tout cas, c'est celle qui tourne dans la vidéo et c'est celle que vous voyez tourner. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Mais du coup, voilà. Ah ben, si on devait améliorer quelque chose, c'est cette partie-là qu'on devrait améliorer. Que sur notre robot, on est obligé d'utiliser notre essai classique de notre en boucle fermée sans obligatoire. Ah oui, oui. Ah oui, là, tu peux pas faire autrement. Ouais. Qui ferait trop un robot à deux roues? Eh ben écoute, avec plaisir. Si vous me laissez... Alors, on va pas vous laisser avec le monsieur. Je crois que je peux même vous trouver... Alors attendez. Je vais essayer de faire un truc vite fait. Je crois que je peux vous trouver le petit robot que j'avais fabriqué. Alors... Si le réseau veut bien... Oh yes! Je l'ai. Oh oui! Attendez. Yes, je l'ai. Voilà, je l'ai. C'était un petit robot qu'on avait fabriqué il y a... Oh la vache, ça date. Je sais même plus quelle date. 2015? Quelque chose comme ça. L'idée, c'était de faire un truc très simple pour montrer justement ce qu'était un PID. Bon, si je devais le refaire, je le ferais pas du tout comme ça. Mais il était très rigolo. Et le principe, c'est... Oh! Merci Yorzian, bienvenue à tout le monde. Salut. Ce petit robot, merci Shaggy74. Alors pourquoi il s'appelait Professeur Xavier? C'est parce qu'en fait on avait un petit robot qui s'appelait Scott parce qu'il avait une genre de visière devant comme Scott Summers et donc du coup on s'est dit qu'un robot avec deux roues ça pouvait faire il pouvait s'appeler Xavier, donc voilà. Et voilà, on est des grands farceurs. Voilà, donc du coup le principe de ce robot il était tout con. C'était que il y avait une petite carte électronique comment ça s'appelait, c'était des Dagu et on a arrêté de les utiliser parce que c'était pas terrible. C'était des cartes qui étaient basées sur des 328p comme les Arduino Uno mais qui merdaient régulièrement et c'était merci Nasty Shed. C'était un petit peu chiant. Et ce qu'on avait en dessous, c'était un gyroscope, un accéléromètre, un BNO 055 de mémoire. Yes, c'est celui-là. Hop. Ah non, mais pas chez Amazon. Enfin, je peux l'avoir chez Adafruit. Ah, mais je vais pas vous le trouver. Merci McCall. Alors, Adafruit, on va essayer de le... Pourquoi ils l'ont plus? Ah, voilà. On va y arriver. Voilà. Qui est cette petite carte-là qui renvoie l'orientation absolue de votre capteur en I2C, qui fonctionne super bien, super rapide. Et tout est intégré. Alors, je sais plus qui est-ce qui fabrique la puce qui fait ça. C'est basé sur un Cortex AM0. Ouais, c'est ça, un Cortex M0. Et le BNO, qui est-ce qui fait ça déjà? Je me souviens plus le fabricant. Bref, non, il est hyper efficace.
et il vous renvoie en fait très simplement soit les quaternions, soit l'orientation en angle. Et nous on utilisait l'orientation en angle, c'était un peu plus simple pour l'usage. Avec les quaternions vous étiez un petit peu plus précis. Il est vraiment chouette pour le coup comme système. J'en ai quelques-uns ici, ils sont pas donnés par contre. Et voilà, on avait ça à la base. C'était peut-être pas une bonne idée d'ailleurs à la base. Ça c'était tout le truc pour le piloter, pour le... Voilà, la carte c'était ce truc là. L'avantage c'est qu'on pouvait brancher directement les moteurs continus dessus. Et puis voilà, du coup on expliquait comment ça marchait, comment il fallait l'orienter, le brancher, voilà, comment il fonctionnait, etc. Donc voilà, c'était plutôt cool. Je sais pas s'il est encore vendu, parce que c'était il y a quand même quelques temps. Ah si, il est encore... Ah la vache, il coûte 34$. Je sais plus qu'il coûtait quand même aussi cher. Merci Lilipfem. Voilà, et je dois en avoir un là. Où est-ce qu'il est? Ouais. Bon, ça doit être dans mes caisses. Enfin, vous voyez à peu près à quoi il ressemble, quoi. Et il n'y a pas trop de dérives en plus. J'étais très surpris. C'est-à-dire que le truc pouvait rester branché pendant très longtemps. Et on avait très peu de dérives en atelier. Genre sur 1 heure d'atelier, c'était vraiment cool, quoi. Sinon, une petite IMU pas chère, j'en ai pas eu. Et tu refais le calcul des quaternions dans le programme. Alors oui, ah oui, on est complètement d'accord. En fait, là, le gros avantage de ce truc-là, c'est que il va récupérer voilà, toutes les données, il fait les calculs pour toi, il te le renvoie quand c'est terminé. Il y a même une petite pin d'interruption qui te dit quand est-ce qu'il a terminé le calcul. Du coup, tu peux lire sans attendre. Et il te donne le temps qu'il a mis pour calculer pour faire ses calculs. Enfin bref, tout est intégré. Donc en fait, tu te prends pas la tête. C'est vraiment pour le coup, pour nous, notre TP, entre guillemets, qu'on voulait faire avec ça. C'était le gros avantage, c'est que les gens se prenaient pas la tête, ils lisaient et on n'en parlait plus. Après, effectivement, tu peux le faire par toi-même en prenant un accéléro, un gyro ou directement une IMU avec tout ça intégré dedans, faire tes propres calculs et puis après ressortir tes trucs. Mais bon, bah, ça c'est chacun fait comme il veut quoi. Ça c'est clair. Et c'est clair que c'est moins cher. C'est pas Bosch qui fait le BNO. Putain, c'est fou ça. Et je me souviens que c'est une marque connue. Y a pas la datasheet. C'est... Si, c'est Bosch. C'est Bosch qui fait ça. Donc c'est la puce, en fait, c'est le BNO 055, ça c'est qu'un breakout, hein, en fait. Hein. Voilà, il y a pas grand chose en fait dessus. Hein. Donc c'est eux qui font ça et qui font directement l'intégration des data. Sinon pour le Giro, il y en avait 6$. Oui, bah voilà. Après, le truc, c'est le fait que ça puisse recalculer après. Il y en a d'autres, hein. Ça c'était il y a quelques années. Je suis sûr qu'aujourd'hui vous pouvez en trouver des beaucoup moins chers, qui font peut-être la même chose, qui font peut-être même encore mieux en termes de fréquence, etc. Juste voilà, je vous montre ce que nous on avait utilisé et ce que j'ai chez moi, quoi. C'est beau, c'est bon, c'est c'est marqué Bosch. Ah oui, pardon, désolé, je vous ai pas. Où est-ce que vous avez vu Bosch? Je suis vraiment fatigué là. Ah oui, Bosch. Je savais que c'était marqué quelque part dans la page en plus. Mon dieu. Bref, voilà, du coup, c'est vraiment un capteur assez chouette. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein, voilà. On les faisait expérimenter justement en essayant, en faisant en sorte qu'ils essayent eux-mêmes de le faire sans PID, montrer que c'était compliqué, qu'il y avait des problèmes, etc. Alors, on expliquait le principe, etc. Et puis derrière, hop, ils devaient avoir leur robot qui tenait droit. Là, je le referais ce robot. Il était rigolo. Du coup, avec la masse le plus haut possible pour faciliter un petit peu. Les calculs et puis l'équilibre. Et voilà les amis, voilà un pendu qui fonctionne sur le même principe et qui tient cette vision un peu rigolote. On dirait un éléphant avec sa trompe.
comme ça. Ouf! Pensez au petit robot Salto. Mais bon, c'est Next Level. Ah, Salto, c'est celui de chez Boston, là? Attends, j'ai un doute. C'est celui avec les deux roues, avec les deux pieds. Je le retrouve pas. Moi, ça me fait surtout penser à celui-là, tu sais. Université de Berkeley. Voilà. Ceux-là sont assez incroyables. Je sais pas si on peut avoir une vidéo, si vous les avez jamais vus. On est sur le même principe, hein. De toute façon, la régulation... Ouais. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi le... Il fait bouger une masse, justement, pour faire varier son centre de gravité. Je trouve que c'est assez malin. C'est très très surprenant à regarder fonctionner, je trouve. Université de Berkeley. Alors, on va t'appeler Berkeley. Et c'est Salto? Ah, c'est ses batteries? D'accord, ok. Ah, merci, gros louche. Ah, la vache, attends, parce que... Tout ça, c'est les batteries? Oh, la vache! Mon Dieu. Ouais, d'un autre côté, c'est le truc le plus lourd, quoi, mais... Très bizarre comme bestiole. Ah oui! Ah oui, c'est pas à celui-là que je pensais. Batterie et ordi. D'accord, ok. C'est pas à celui-là que je pensais, mais je me souviens plus du tout du nom. C'est un robot aussi à deux roues avec les trucs à l'arrière. Ça m'a toujours semblé très mal optimisé comme robot. Je comprends pas le but de le mettre que sur deux roues à part la prouesse technologique. Pas que c'est censé fonctionner longtemps en entrepôt. Oui, non mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que le temps qui va être en fonctionnement, effectivement, tu vas avoir besoin de batterie assez costaud, quoi. Effectivement. Alors, attends. Toujours semblé être utilisé comme robot, je comprends pas le but de mettre que sur deux roues à part la prouesse technologique. Bah, en fait, si, non, c'est vachement pratique d'avoir deux roues, ne serait-ce que pour quand tu dois passer à certains endroits qui sont en pente ou autre, pour te rapprocher de certains d'un mur ou pour te rapprocher d'une zone de stockage d'entrepôt. Enfin voilà, quand tu le regardes avancer, c'est vraiment... T'es pas dans un environnement qui est adapté pour des robots. T'es dans un environnement qui est adapté pour des êtres humains, quoi. Donc il peut se rapprocher... Enfin, c'est ce qui se rapproche le plus de la marche, entre guillemets, d'avoir deux pieds comme ça, avec montée sur roue. C'est quand même plus proche de ce que peut faire un être humain que d'avoir un truc avec 3 ou 4 pieds avec un bras au-dessus, où il va lui falloir de la place, où il va pouvoir se mettre droit pour pouvoir avancer et passer dans des zones exiguës. Donc non, au contraire, c'est malin. Après, ça a l'air chelou comme ça quand même, ça je suis d'accord avec toi, mais oui. Aller chercher le vent dans les étagères. Ouais, se rapprocher par exemple de ton étagère, rien que ça en fait, faire ça avec un robot standard, c'est compliqué. Tu vois là ce qu'il est en train de faire, de pouvoir se lever, aller chercher quelque chose de très haut, ça c'est un truc qui est quand même ultra chaud à faire si jamais t'as un robot qui a une base fixe avec 4 roues et que c'est juste son bras qui va aller choper derrière, quoi. Donc non, pour le coup c'est bien réfléchi, quoi. C'est très compliqué deux jambes, les roues sur deux jambes, c'est beaucoup plus simple, mais tout aussi polyvalent. Exactement, ouais. Exactement. C'est vrai qu'on se dit, bah voilà, il faudrait... Bah, l'avantage des entrepôts, c'est quand même les sols sont plats. Donc voilà, ça améliore quand même cette partie-là, quoi. Merci, Pampanda. Bienvenue. Mais ouais, clairement, deux jambes avec deux roues au bout, c'est nickel, quoi. C'est nickel. Je peux te contredire. Ah oui, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça parce que Kamikaze, il bosse pour une boîte qui fait des robots de distribution et...
Mais même pas plat, ça fonctionnerait. Les sols, ils sont pas plats dans les entrepôts. J'ai dit de manière générale. De manière générale, ils sont plats. Voilà. C'est pas partout le cas, effectivement. On est d'accord. Mais même pas plat, ça fonctionnerait. Ouais, un robot, enfin, le même type de robot sur pas sur une pente ou sur une surface qui est pas lisse, effectivement, il aurait beaucoup moins de problèmes que déjà un robot avec des jambes ou qu'un robot avec 3 ou 4 roues, quoi. C'est un de nos soucis actuels. Ah ouais, parce que vous avez des clients avec des entrepôts qui sont dégueulasses. Pour avoir bossé dans le ferroviaire, j'approuve le fait que des fois tu vas dans des trucs qui sont vraiment dégueulasses, quoi. Salut Snake Edgy. Snake 8 Jack. Snake 8 Jack. Ouh, je vais y arriver. Donc Salto, c'était lui. Ouais, non, c'est pas celui-là que je pensais. Celui-là, il est vraiment rigolo aussi. Hein. Oh. C'est fou. Bon, je vais me faire avoir avec le... Si les vidéos, elles sont prises. Bon, allez. Je le mets de côté. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on a bien fait un bon tour, là. Sur le pendouille, sur les robots, sur la régulation. On pourrait en parler encore des heures, et je pensais en parler qu'une heure, et vous voyez qu'en fait on est déjà à 2 heures de live juste là-dessus. Du coup ce robot se bat. Du coup, ce que je vous propose, c'est que normalement je devais passer sur la deuxième partie, sur le robot de la coupe. Mais là... quelle heure il est ? Ah si, on va le faire quand même. Faisons-le quand même. Même si c'est pas très long. Allez, parce que j'ai quand même envie de rebosser un petit peu sur le robot de la coupe. Donc, on va relancer un jingle pour mettre fin déjà à cette première partie de live et pour passer sur la deuxième partie. Donc ça sera coupé à ce moment-là sur la rediffusion. Donc déjà, merci d'avoir regardé cette partie de live sur le pendouille pour la vidéo de Monsieur Bidouille. N'hésitez pas à reposer des questions sur le Discord ou même en deuxième partie ou même dans d'autres de mes lives, il n'y a pas de problème, je réponds, je ressortirai les trucs, il n'y a aucun souci. Bonne soirée à ceux qui décollent là, comme Monsieur Bidouille, donc salut à toi et encore merci. Et puis on se retrouve en deuxième partie pour discuter du robot de la Coupe de France de robotique, j'allais dire la Coupe de France de générique. Mon Dieu, la deuxième partie va pas durer très longtemps, je crois. La Coupe de France de robotique, on va y arriver. Bonne soirée à ceux qui partent et à tout de suite pour ceux qui restent. Salut!